Peut-on réellement aimer deux personnes à la fois? Cette question, à la fois dérangeante et fascinante, touche au cœur de notre rapport à l'amour, à la fidélité et à notre propre identité affective. Aujourd'hui, nous allons plonger dans ce sujet avec rigueur, mais aussi avec bienveillance. Entre psychologie, neurosciences et sociologie, nous allons décortiquer cette réalité que beaucoup vivent, mais que peu osent avouer. Ce que dit la science, ce que vit l'être humain, et surtout, ce que cela implique pour nos choix amoureux. Si ce genre de sujet vous passionne, pensez à vous abonner, liker, ou partager la vidéo, ça aide énormément à diffuser une parole nuancée dans un monde souvent rempli de jugements. C'est quoi aimer? Avant de répondre à la question de savoir s'il est possible d'aimer deux personnes à la fois, il est crucial de comprendre ce que signifie aimer, d'un point de vue psychologique. Le terme « amour » est un mot riche, souvent surutilisé et rarement défini avec précision. Dans le langage courant, aimer peut signifier tout et son contraire, aimer un parent, aimer un ami, aimer un partenaire, aimer le chocolat. La psychologie, elle, propose des cadres analytiques pour mieux cerner ce concept complexe. Les différentes formes d'amour. Robert Sternberg, psychologue cognitif renommé, a proposé l'une des théories les plus influentes sur l'amour, la théorie triangulaire de l'amour. Il y distingue trois composantes fondamentales. 1. La passion, c'est l'élément le plus viscéral. Elle se manifeste par une forte activation émotionnelle, le désir sexuel, la recherche de fusion physique. C'est souvent ce qui caractérise le coup de foudre ou le début d'une relation. 2. L'intimité, elle fait référence à la proximité émotionnelle, la confiance, la complicité. C'est l'aspect qui nous pousse à nous confier, à nous sentir en sécurité avec l'autre. 3. L'engagement. Il concerne la décision de rester avec quelqu'un, de construire une relation stable dans le temps. Cela implique une volonté consciente, souvent liée à des choix de vie, mariage, projets communs. Selon Sternberg, toutes les relations amoureuses ne comportent pas les trois dimensions de façon équilibrée. Par exemple, une passion sans engagement peut mener à une relation brève et intense. Un engagement sans passion peut donner lieu à une relation stable mais sans élan. L'idéal serait l'amour complet, où les trois composantes sont présentes et équilibrées. Les modèles de l'attachement. Une autre façon de comprendre l'amour, c'est de l'analyser à travers la théorie de l'attachement, développée par John Bowlby et complétée par Mary Ainsworth. Initialement centrée sur la relation parent-enfant, cette théorie s'est étendue aux relations adultes, notamment amoureuses. On distingue généralement trois grands styles d'attachement. Sécurisant. La personne se sent en confiance dans ses relations. Elle sait qu'elle peut compter sur l'autre tout en préservant son autonomie. Anxieux, la personne redoute l'abandon et a tendance à être hypervigilante dans la relation. Elle peut devenir dépendante affectivement. Évitant, la personne craint l'intimité, valorise l'indépendance et peut se montrer distante affectivement. Ces styles conditionnent la manière dont nous aimons, la manière dont nous nous attachons, et la manière dont nous gérons les conflits et les déceptions. Aimer n'est pas posséder. Un autre malentendu fréquent dans les représentations sociales de l'amour est l'idée de possession. Aimer quelqu'un signifierait en avoir l'exclusivité. Mais la psychologie contemporaine insiste sur le fait qu'aimer, c'est d'abord reconnaître l'autre comme un sujet libre, non comme un objet. Le philosophe et psychanalyste Erich Fromm, dans son ouvrage L'art d'aimer, décrit l'amour comme une capacité, une disposition active de l'âme,
et non comme un simple sentiment passif. Aimer vraiment, selon lui, c'est donner, connaître, respecter et prendre soin. Ce n'est pas attendre que l'autre nous comble, mais s'engager dans un processus de... L'amour est aussi une construction sociale. Il est essentiel de souligner que notre manière d'aimer est fortement influencée par notre culture. Dans les sociétés occidentales modernes, l'amour romantique est souvent associé à la monogamie, à l'exclusivité sexuelle et à une fusion idéalisée. Pourtant, historiquement, ce modèle n'est pas universel. Dans certaines cultures, l'amour est perçu comme un engagement familial ou communautaire, parfois dissocié de la sexualité. Ailleurs, les relations polyamoureuses ou polygames sont culturellement acceptées. La sociologue Eva Illouz a largement écrit sur la manière dont les structures sociales, les médias et le capitalisme ont façonné notre conception de l'amour moderne. Elle montre que l'idéal d'amour unique et exclusif est relativement récent, et qu'il est souvent source de souffrance car il repose sur des attentes très élevées. Pour résumer, aimer est un processus complexe, à la fois émotionnel, cognitif, biologique et culturel. L'amour ne se résume pas à un élan de passion incontrôlable, c'est une dynamique relationnelle, faite de volonté, d'engagement et d'interaction. Comprendre cela est fondamental avant de se demander si l'on peut aimer deux personnes à la fois. Car selon ce que l'on met derrière le mot « aimer », la réponse pourra être très différente. Dans la prochaine partie, nous verrons ce que les neurosciences et la psychologie cognitive disent de la possibilité d'aimer deux personnes simultanément, d'un point de vue biologique et affectif. Le cerveau peut-il aimer deux personnes? La question de savoir si l'on peut aimer deux personnes à la fois est non seulement psychologique, mais aussi biologique. Les neurosciences affectives, qui étudient la manière dont notre cerveau traite les émotions et les liens affectifs, nous apportent des éléments de réponse étonnamment clairs. Il s'agit ici de comprendre comment les circuits neuronaux liés à l'amour fonctionnent, et si ceux-ci permettent la coexistence de plusieurs sentiments amoureux. Le cerveau amoureux, un système complexe. Lorsque nous tombons amoureux, notre cerveau est littéralement inondé de neurotransmetteurs. La dopamine, associée au plaisir et à la récompense, est particulièrement activée. C'est elle qui nous fait ressentir de l'euphorie, de l'obsession, ce besoin irrépressible d'être près de l'autre. Mais l'amour ne se résume pas à la dopamine. L'ocytocine, surnommée « hormone du lien », joue un rôle clé dans la formation des attachements. Elle est libérée pendant les câlins, les rapports sexuels, mais aussi lors des simples contacts physiques ou échanges affectifs profonds. La vasopressine, une autre hormone, est liée à l'attachement durable et à la monogamie chez certaines espèces animales. Ces substances agissent dans différentes zones du cerveau, notamment le noyau accumbens, l'amygdale et l'hypothalamus. Elles peuvent coexister et se déclencher dans plusieurs contextes émotionnels à la fois. Il est donc biologiquement possible d'avoir des réactions chimiques similaires envers deux personnes différentes. Des études menées par la chercheuse Hélène Fischer, anthropologue et experte en neurobiologie de l'amour, ont démontré que les individus peuvent expérimenter l'état amoureux envers plusieurs partenaires, chacun activant des zones similaires du cerveau. Les IRM fonctionnels révèlent que le cerveau distingue mal la provenance des émotions. Il est donc capable de ressentir des sentiments amoureux envers plusieurs personnes, sans pour autant les confondre. Le polyamour, qui est la pratique d'entretenir plusieurs relations amoureuses consensuelles et éthiques, illustre bien cette capacité du cerveau à naviguer entre différents attachements.
Les adeptes du polyamour rapportent qu'ils peuvent aimer deux personnes sincèrement, de manière différente mais égale en intensité. Passion et attachement, deux circuits séparés. Il est aussi utile de distinguer deux circuits distincts dans le cerveau, celui de la passion et celui de l'attachement. Le premier est fortement dopaminergique, réactif et souvent temporaire. Le second implique l'ocytocine et la vasopressine, et tend à s'installer dans la durée. Une personne peut donc ressentir une passion intense pour un nouvel individu tout en conservant un attachement profond envers son partenaire de longue date. C'est ce qui explique bon nombre de situations d'écartèlement affectif ou de double vie souvent jugées moralement, mais explicables biologiquement. Amour et infidélité, une réalité nuancée. Contrairement aux idées reçues, la capacité à aimer deux personnes n'implique pas nécessairement une déficience morale ou un manque de loyauté. Plusieurs recherches montrent que l'infidélité n'est pas toujours le signe d'un désengagement affectif. Certaines personnes trompent leur partenaire tout en continuant à l'aimer sincèrement. La nouveauté, l'excitation et la gratification peuvent activer les circuits de la passion sans annuler ceux de l'attachement. Cela ne signifie pas que c'est souhaitable, ni qu'il n'y a pas de souffrance impliquée. Mais cela rappelle que notre biologie ne s'aligne pas toujours avec nos constructions sociales. Sur le plan neuroscientifique, il est tout à fait possible d'aimer deux personnes à la fois. Notre cerveau est capable de ressentir des émotions complexes et multiples, parfois contradictoires. La psychologie cognitive nous montre que ces sentiments peuvent coexister, se superposer, ou se compléter. La difficulté n'est pas tant de savoir si c'est possible, mais de savoir comment gérer ces émotions dans un cadre relationnel clair, éthique et aligné avec nos valeurs. Dans la prochaine partie, nous aborderons justement les conséquences psychologiques et relationnelles de cette réalité. Peut-on aimer deux personnes sans se perdre ni blesser les autres? Conséquences psychologiques et relationnelles de l'amour double. Admettre qu'il est biologiquement et psychologiquement possible d'aimer deux personnes à la fois, comme nous l'avons vu, ne signifie pas que cela est sans conséquences. Bien au contraire, la coexistence de deux sentiments amoureux soulève de nombreux enjeux émotionnels, éthiques et relationnels. Cette partie va donc explorer les implications pratiques et psychologiques de l'amour double. Que se passe-t-il dans l'esprit de la personne concernée, mais aussi dans celui des partenaires impliqués? Comment la relation évolue-t-elle sous cette dynamique? Et surtout, peut-on vivre sereinement cette réalité sans générer de souffrance? L'un des premiers effets ressentis lorsqu'on aime deux personnes à la fois est la dissonance cognitive. Ce concept, développé par le psychologue Léon Festinger, désigne un état de tension mentale provoqué par la coexistence de deux croyances ou attitudes contradictoires. Aimer deux personnes, dans une société valorisant la monogamie exclusive, crée un conflit intérieur intense. Si j'aime cette nouvelle personne, est-ce que je trahis l'autre, ou encore, puis-je être sincère dans deux relations en même temps? Cette dissonance peut engendrer de la culpabilité, surtout si l'une des relations est cachée, ou perçue comme une trahison morale. De la confusion identitaire, la personne ne sait plus très bien qui elle est dans chacune des relations. Une fatigue émotionnelle, maintenir deux liens exige une vigilance constante, surtout si la double relation n'est pas assumée. Certaines personnes essaient de rationaliser cet état par des justifications internes. Ce ne sont pas les mêmes types d'amour, je comble deux besoins différents. Mais la tension psychique demeure souvent présente. Lorsque deux relations coexistent, il arrive que l'une serve de refuge face aux frustrations de l'autre.
C'est un phénomène bien connu en psychologie, on projette sur l'un ce qui nous manque dans l'autre. Le danger, ici, est l'idéalisation du second amour. Parce qu'il est souvent plus récent, plus romancé ou moins confronté à la routine, le nouveau lien peut sembler plus authentique ou plus intense. Mais cela peut fausser la perception. On minimise les défauts du nouvel amour. On accentue les frustrations du partenaire historique. On croit que l'intensité du sentiment prouve sa vérité, alors qu'il peut simplement traduire une fuite de la réalité relationnelle. Ce déséquilibre affectif peut engendrer des décisions impulsives, comme quitter un partenaire pour un autre basées sur des perceptions émotionnelles temporaires. Lorsqu'un individu aime deux personnes, il n'est pas seul à vivre les conséquences. Les partenaires impliqués ressentent, eux aussi, une palette d'émotions intenses, jalousie, peur, trahison, doute de soi. Dans un cadre monogame traditionnel, l'amour double est vécu comme une infidélité, même si elle n'est pas forcément sexuelle. La blessure narcissique est souvent profonde, la personne trompée peut se sentir moins aimable, moins suffisante, voire inutile. Elle peut aussi entrer dans un état de comparaison permanente, alimentant anxiété et dévalorisation. Cependant, en les contextes polyamoureux ou relationnels alternatifs, la cohabitation de plusieurs relations peut être vécue de façon plus apaisée, à condition que elle soit transparente et consensuelle. Les limites et besoins de chacun soient respectés. Il y ait un travail de communication, de régulation des émotions et de confiance mutuelle. Dans ces cas, les partenaires peuvent même y trouver un enrichissement émotionnel, à condition que la structure relationnelle soit claire et choisie. Nombreuses sont les personnes qui vivent une double relation dans le secret. Cela peut concerner une liaison extra-conjugale, un amour inavoué, ou une relation naissante non déclarée. Ce secret devient un fardeau psychologique, avec plusieurs effets. Il empêche l'authenticité dans la relation principale. Il crée un climat d'hypervigilance, d'angoisse d'être découvert. Il prive souvent le second partenaire de reconnaissance sociale ou affective. Le secret peut aussi exercer une attraction paradoxale, ce qui est interdit devient plus excitant. Mais cette excitation n'est pas toujours synonyme d'amour profond. Elle peut être un leurre affectif, masquant un besoin de stimulation ou une angoisse du vide. La gestion des choix, faut-il choisir ou intégrer? Une des grandes questions posées par l'amour double est celle du choix. Faut-il choisir entre deux personnes, ou peut-on aimer deux êtres en parallèle, de façon saine et consciente? La psychologie ne donne pas une réponse unique. Cela dépend du cadre relationnel, monogamie, polyamour, infidélité. Des valeurs personnelles, faut-il être fidèle? Peut-on aimer sans exclusivité? De la capacité à gérer la complexité émotionnelle, beaucoup de personnes ne supportent pas la tension interne générée par deux amours. Certaines personnes réussissent à faire cohabiter deux relations sur le long terme, dans des formats éthiques et consensuels, polyamour. D'autres réalisent qu'elles utilisent l'une des relations comme béquille temporaire et finissent par faire un choix conscient, non pas par contrainte morale, mais par alignement intérieur. Le rôle de la thérapie, comprendre, décider, avancer. Quand l'amour double devient une source de souffrance, pour soi, pour les autres, un accompagnement thérapeutique peut être d'une aide précieuse. Les thérapeutes de couple ou les psychologues spécialisés dans les questions relationnelles permettent de clarifier les motivations profondes derrière l'amour double.
de mieux comprendre ses besoins affectifs et ses peurs d'attachement, de travailler sur les valeurs et les limites personnelles, de poser un choix éclairé, ou de construire un mode relationnel plus éthique. Le travail en thérapie aide également à transformer une situation confuse en un espace de croissance personnelle et relationnelle. Aimer deux personnes à la fois est possible, la psychologie et les neurosciences l'ont démontré. Mais cette possibilité n'est pas sans coûts émotionnels ni enjeux éthiques. Vivre cette réalité de manière saine demande un haut niveau de conscience, de responsabilité et de communication. Pour certains, cela débouchera sur un choix déchirant. Pour d'autres, cela donnera naissance à un autre modèle relationnel, plus fluide, mais aussi plus exigeant. Ce qui importe, au fond, ce n'est pas tant le nombre de personnes aimées, mais la qualité de la relation, le respect de soi et des autres, et la capacité à vivre dans la vérité de ses sentiments. Faut-il repenser notre manière d'aimer? Après avoir exploré la nature de l'amour, la capacité cérébrale à aimer deux personnes, et les conséquences psychologiques de cette réalité, une question essentielle s'impose, faut-il repenser notre manière d'aimer? Autrement dit, sommes-nous à l'aube d'une nouvelle éthique amoureuse, plus lucide, plus souple, mais aussi plus responsable? Cette dernière partie ouvre une réflexion prospective sur les évolutions possibles des normes relationnelles, les limites du modèle monogame traditionnel, et les voies éthiques qui s'offrent à ceux qui aiment deux personnes à la fois. Le modèle monogame est-il encore adapté? Depuis des siècles, la monogamie s'est imposée comme norme relationnelle dominante dans les sociétés occidentales. Elle est souvent considérée comme la preuve d'un amour, vrai, mature et stable. Pourtant, ce modèle est aujourd'hui remis en question, non seulement par des pratiques alternatives, polyamour, relations ouvertes, couple libre, mais aussi par les nombreuses ruptures, infidélités et frustrations qu'il engendre. La sociologue Eva Illouz, dans ses travaux, souligne que l'amour romantique moderne est marqué par un idéalisme paradoxal. Nous attendons de notre partenaire qu'il soit à la fois notre meilleur ami, notre amant, notre confident, notre partenaire de vie. Une telle surcharge affective rend l'exclusivité émotionnelle difficile, voire insoutenable. Les chiffres ne mentent pas, dans de nombreux pays, plus de 40% des couples connaissent une forme d'infidélité au cours de leur histoire. Cela ne signifie pas que la monogamie est impossible, mais qu'elle ne va pas toujours de soi, et surtout qu'elle mérite d'être interrogée, non comme une vérité universelle, mais comme un choix à poser en conscience. Éthique et pluralité des formes d'amour. L'enjeu n'est pas de promouvoir un modèle unique, qu'il soit monogame ou polyamoureux, mais de penser une éthique relationnelle plurielle. Cette éthique ne repose pas sur le nombre de partenaires, mais sur la qualité de la relation. Respect, consentement, transparence, responsabilité affective. On peut distinguer plusieurs approches contemporaines qui redéfinissent l'éthique de l'amour. Le polyamour éthique, plusieurs relations amoureuses vécues simultanément, de façon transparente et consentie. La non-monogamie consensuelle, relations sexuelles ou affectives non exclusives, encadrées par des accords clairs entre partenaires. L'anarchie relationnelle, rejet de la hiérarchie entre les types de relations, amitié, amour, sexe, au profit d'un lien individualisé et choisi. Chacune de ces approches implique un travail personnel profond, déconstruction des jalousies conditionnées, expression des besoins, écoute de l'autre, et gestion mature des émotions complexes. Repenser la fidélité, est-ce une loyauté ou une exclusivité? Dans cette nouvelle éthique,
la fidélité ne se réduit plus à l'exclusivité sexuelle. Elle devient un engagement émotionnel et moral vis-à-vis de l'autre. On peut être fidèle à une personne tout en aimant une autre, si la relation repose sur la loyauté, ne pas trahir les accords passés ensemble. La vulnérabilité partagée, parler ouvertement de ses émotions, même inconfortables. Le respect du libre arbitre de l'autre, ne pas enfermer l'autre dans un rôle ou un devoir affectif. C'est une forme de fidélité plus exigeante, car elle demande une conscience de soi élevée et une transparence affective peu commune. Mais elle permet de sortir de la dichotomie stérile entre fidélité sacrificielle et trahison honteuse. Adopter une vision plus fluide des relations ne signifie pas tomber dans l'anarchie émotionnelle. Au contraire, les relations multiples ou non exclusives demandent davantage de maturité émotionnelle que le modèle traditionnel, car elles impliquent la gestion des jalousies, souvent vue comme naturelle mais en réalité construite socialement. La communication radicalement honnête, y compris sur ses doutes, ses désirs, ses conflits intérieurs. La capacité à différencier amour, besoin, attachement, dépendance. De nombreux échecs dans les relations non conventionnelles proviennent d'un manque de préparation psychologique, d'attentes irréalistes ou d'une mauvaise régulation des émotions. C'est pourquoi cette nouvelle éthique ne peut reposer uniquement sur la spontanéité ou l'idéalisme, mais sur un engagement conscient à évoluer ensemble. Il serait erroné de croire que cette transformation des modèles amoureux est une mode marginale. Elle s'inscrit dans un mouvement sociétal plus large. Les nouvelles générations valorisent davantage l'authenticité que la conformité. Les applications de rencontres et les réseaux sociaux ont démultiplié les occasions de contact affectif, redéfinissant la temporalité et la structure des relations. Les sciences humaines, la psychologie et même certaines branches de la psychanalyse reconnaissent aujourd'hui la diversité des attachements possibles, au-delà du couple monogame. On assiste donc à une mutation silencieuse, où les normes traditionnelles sont peu à peu remplacées par des contrats affectifs plus personnalisés, plus négociés, plus réflexifs. Si aimer deux personnes à la fois est une réalité vécue par de plus en plus d'individus, il devient nécessaire de créer une éducation relationnelle adaptée. Comme nous apprenons à lire ou à conduire, nous devrions apprendre à identifier nos besoins affectifs fondamentaux, décrypter nos mécanismes de défense et nos réactions émotionnelles, négocier des accords clairs, évolutifs et conscients dans nos relations. Cela implique un changement culturel profond, sortir de la croyance que l'amour doit aller de soi, pour entrer dans une logique de compétence émotionnelle. Aimer bien, c'est aussi une forme de savoir-faire. Peut-on aimer deux personnes à la fois? La psychologie, les neurosciences, la sociologie nous répondent, oui, c'est possible. Mais cela ne veut pas dire que c'est simple, ni sans conséquences. Cette possibilité nous invite à une profonde réévaluation de nos modèles affectifs. Il ne s'agit plus de choisir entre l'un ou l'autre, mais de choisir comment aimer, pourquoi, et dans quelles conditions. Une nouvelle éthique de l'amour émerge, fondée non sur la norme ou l'instinct, mais sur la conscience, le respect, la responsabilité et la co-construction. Elle ne convient pas à tous. Elle demande du travail sur soi, du courage relationnel, et une volonté de sortir des illusions romantiques. Mais pour ceux et celles qui osent l'explorer, elle offre peut-être une voie plus juste, plus libre, et plus humaine de vivre l'amour, même quand il se présente au pluriel. Aimer deux personnes, ce n'est pas forcément trahir, ni fuir, ni manquer de maturité.
C'est souvent une expérience humaine complexe, déroutante, mais profondément sincère. La clé, ce n'est pas de juger, mais de comprendre. Et surtout, de choisir en conscience le modèle relationnel qui nous correspond. Car l'amour n'est pas une route droite. C'est un territoire. Et il mérite d'être exploré avec lucidité. Dites-moi en commentaire, pensez-vous qu'on puisse aimer deux personnes de façon authentique? Ou cela vous semble-t-il incompatible avec l'idée d'un amour véritable? Vos retours enrichissent toujours la réflexion. Et si ce contenu vous a parlé, je vous invite à vous abonner à la chaîne, activer la cloche, et partager la vidéo à ceux que le sujet pourrait aider ou interpeller. On se retrouve très bientôt pour d'autres explorations sur l'amour, la psychologie et les relations humaines.